Elles bâtissent la ville, la transforment, la rêvent. Bienvenue dans l'émission Les Bâtisseuses. Un format qui fait dialoguer celles qui font la ville. La question qui se pose, c'est comment on peut inventer, créer, produire des quartiers où l'on vit et non pas juste où l'on habite. On parle de mixité, de diversité, d'équilibre. Et aujourd'hui, on reçoit Sophia Manseri et Raphaël Bernabei pour justement échanger sur ces concepts. Sophia, tu es présidente de Gennevilliers Habitat, élue à Gennevilliers. Tu œuvres depuis plusieurs années pour faire du logement social un véritable levier de justice urbaine. À tes côtés, Raphaël, tu es directrice générale adjointe de la SPL Marne-au-Bois. Tu pilotes des projets d'envergure dans le Grand Est parisien et tu portes une vision renouvelée de la fabrique urbaine avec comme objectif sur la sobriété et le réemploi et l'inclusion. Vous avez deux trajectoires différentes avec une vision commune. Pour faire émerger des quartiers vivants, il faut conjuguer l'exigence politique avec l'expérience terrain et que chaque projet urbain soit un lieu d'hospitalité active. Pour apprendre à mieux vous connaître, passons à l'icebreaker. Sophia, peux-tu me donner une compétence qui ne figure pas sur ton CV ? Alors j'en ai deux que j'aime bien. La première, c'est que je suis un peu sommelière en huile d'olive. C'est-à-dire que moi j'aime bien goûter des huiles d'olive différentes. Et je peux manger de l'huile d'olive avec tout, avec du chocolat, dans des gâteaux, dans des plats et avec du pain, et de plein d'origines différentes. Et je suis devenue un peu experte de l'huile d'olive avec mes copains. Et puis la deuxième, c'est que je sais lire sur les lèvres. Mais ça, c'est parce qu'en fait, je suis un peu sourde depuis longtemps et du coup, j'ai développé cette compétence-là de quand je ne comprends pas ce que disent les gens, je regarde comme ça. Et du coup, c'est assez pratique parce que je peux même regarder la télé quand il y a beaucoup de bruit. Ouais. Il faut faire attention alors. Il ne faut pas dire de bêtises dans mon champ de vision. Raphaël, peux-tu me décrire 3 mots qui représentent ton parcours ? Alors, je vais dire logique, mais inattendu. Logique parce que quand je regarde un petit peu derrière moi, je trouve que mon parcours est plutôt assez cohérent. Je suis passée de la politique environnementale au management des collectivités locales jusqu'à l'urbanisme pour revenir sur la question des transports ensuite et pour me dire qu'en fait j'avais envie d'élargir et jusqu'à la maîtrise d'ouvrage urbaine et inattendu parce que à 2 titres principalement. Le premier c'est géographiquement parce que j'ai fait la grande remontada du sud vers le nord puisque j'ai grandi à Marseille, j'ai fait mes études à Grenoble et ensuite j'ai atterri à Paris en passant même 1 an à l'étranger en Norvège et puis j'ai vécu 4 ans aussi à Stuttgart en Allemagne. Et puis inattendu aussi, je pense du point de vue du métier puisque maintenant je suis aménageuse et je pense que c'est vraiment un métier qui n'est pas forcément connu au départ. On n'est pas aménageuse, on le devient je pense, pour la simple et bonne raison que au départ c'était plutôt une volonté d'être architecte, archéologue ou urbaniste. Aménageuse, encore aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer ce que ça recoupe et toutes les compétences autour de ce métier qui pourtant est tout à fait passionnant. Et quand j'y réfléchis aujourd'hui, je ne me vois pas à une autre place que celle-là. Passons au sens des mots. Aujourd'hui, la ville vivante et le quartier inclusif sont 2 notions que l'on souhaiterait bien aborder avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, justement, cette notion de ville vivante et de quartier inclusif, sachant qu'ils sont très vite associés, il y a même parfois se confondent. Comment vous traduisez ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Sophia. En fait, pour moi, la ville vivante et le quartier inclusif, en tout cas, alors c'est des concepts comme ça qui sont super intéressants quand tu les prends un par un, mais en fait, à faire cohabiter, c'est super compliqué. C'est-à-dire que la ville vivante, c'est la ville qu'on vit, qui est active, qui permet aux uns et aux autres
de pouvoir s'épanouir à travers des propositions d'activités, des propositions d'espaces qui peuvent être habités, utilisés et idéalement ensemble. Et là, on arrive sur la ville inclusive où il y a le sujet des différentes trajectoires, des différentes conceptions de ce que c'est qu'une ville vivante, de différentes conceptions ou de différents besoins aussi que peuvent avoir les gens qui habitent la ville. Et donc, en fait, c'est deux choses qui vont difficilement cohabiter parce qu'en plus, quand tu parlais en début d'émission de les questions de fragmentation, c'est de plus en plus difficile de faire cohabiter la ville vivante avec l'inclusion parce que dans l'inclusion, c'est vraiment la prise en compte de toutes les contraintes, les modes de vie qui soient subis ou choisis. Et le sujet aujourd'hui, c'est que ta ville vivante, il y a des gens qui vont la vouloir par exemple sur des plages horaires qui ne sont pas les mêmes que ceux d'à côté. Et je vous donne un exemple. Sur nous, au niveau du logement social, c'est du logement familial. Donc on va travailler sur des espaces qui vont accueillir des typologies de familles différentes, que ce soit des personnes seules, des personnes en couple sans enfants, des personnes avec enfants, des personnes retraitées. Et en fait, ces gens-là, réussir à les faire cohabiter de manière inclusive au sein d'un même ensemble, ça va avec en fait, les divergences d'intérêts qu'ils ont dans leur vie. Et par exemple, la ville vivante jusqu'à 22h, ouais d'accord, mais pas en bas de chez moi. Mais par contre, le jour où j'ai envie de profiter d'un petit verre, ça m'embête que ça ne soit pas en bas de chez moi pour le coup. Donc en fait, il y a toutes ces contradictions-là qu'il faut réussir à gérer ensemble. Et donc en fait, ville inclusive et ville vivante, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué en tout cas de mon point de vue, à faire vivre ensemble, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur les difficultés qu'on peut avoir à mettre ensemble ville vivante et ville inclusive. Ville vivante, effectivement, ville animée, avec du coup des politiques assez volontaristes d'ouverture des rez-de-chaussée sur la ville notamment, avec une diversité d'usages très, très grande. Une plurifonctionnalité. Moi, je travaille sur un territoire, notamment à Val-de-Fontenay, qui souffre de sa monofonctionnalité, puisqu'il y a eu des zones qui sont uniquement dédiées à des espaces de bureaux, qui en plus aujourd'hui sont vacants, mais je pense qu'on y reviendra dans la discussion, avec des espaces qui sont dédiés pour le coup uniquement à l'habitation, et avec un monde qui se côtoie pas, qui vit pas ensemble. Et inclusive, je pense que dans la définition, malgré tout, c'est quand même la complémentarité de la ville vivante, c'est-à-dire qu'une ville vivante, c'est une ville aussi qui va regrouper une grande diversité de populations sur un spectre assez large, que ce soit du point de vue des origines sociales, et ça c'est un point qui est vachement difficile aujourd'hui, ou que ce soit du point de l'intergénérationnalité, donc des vieux, des jeunes, des familles. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour arriver à concilier les deux, et pour pas risquer... la vitalité aujourd'hui, elle est souvent quand même synonyme, si on laisse un peu le marché faire, de phénomènes d'exclusion de certaines populations, et on le voit nous dans nos politiques d'aménagement, évidemment la gentrification du fait de la prise de valorisation immobilière et d'homogénéisation. Je pense notamment, alors nous on a une problématique de transformation des bureaux des bâtiments de bureaux en logements, et si on laisse le marché faire, de fait le marché va se tourner vers des espaces de co-living, ce qu'on appelle le co-living, donc c'est la nouvelle cohabitation avec des jeunes actifs, mais sur un format assez standardisé, et de fait pour des raisons aussi principalement économiques. Le co-living aujourd'hui, c'est un peu la machine à cash de l'immobilier. On ne va pas aller sur des... Et parce que aussi le bâti est fait de telle sorte qu'il s'adapte plus à des cellules de type plus petites et qui s'enchaînent un peu en enfilade qu'à du logement familial et encore moins du logement social qui, d'un point de vue économique global, va être beaucoup plus challengé. Donc moi, je te rejoins complètement sur le fait de dire que, en fait, la vitalité d'une ville, pour qu'elle rime avec vraiment inclusion, il faut un vrai volontarisme politique. Alors une programmation aussi, il y a un cadre d'aménagement qui est clair, c'est-à-dire que plurifonctionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur uniquement une seule fonction urbaine à un endroit dans un quartier, on va vraiment arriver à diversifier, mais avec derrière un discours, un engagement et un cadre qui est très clair, qui est donné. Justement, tu parlais de transformer les bureaux en logements.
Ça, c'est une véritable problématique actuelle de la ville. Il y a ce paradoxe qui est justement un manque de logement, une vraie pression sur ce manque de logement, et parallèlement, on a des bureaux qui sont vacants. Donc, tu parlais justement de cette transformation. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réguler d'abord cette transformation, comment la gérer, pour pas se retrouver justement peut-être avec des produits qui ne conviennent pas à la ville. On parle d'inclusion, on parle d'équilibre aussi, surtout. Comment tu t'empares un peu de cette problématique ? Effectivement, je pense que, alors déjà, on n'aménage plus la ville aujourd'hui comme on l'aménageait il y a 20 ans, il y a 30 ans, et encore moins il y a 50 ou 100 ans. Ça, c'est très clair, et c'est certainement pas, on ne l'aménage pas de la même façon qu'on l'aménagera demain non plus. Aujourd'hui, on est face à un constat, notamment en Île-de-France, où on a officiellement, les chiffres, ça doit être à peu près 5,6 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Île-de-France. C'est les chiffres officiels, on pense même que c'est encore plus gros que ça. On est évidemment face à des enjeux extrêmement forts en termes environnementaux. On a une fracture sociale, une crise sociale qui est aujourd'hui structurante, et de fait, ces mètres carrés vides peuvent représenter une opportunité très importante pour la ville, pour accueillir, alors évidemment, non seulement du logement, et tout type de logement, dans toute leur diversité. On voit aujourd'hui qu'on est confronté à un certain nombre de difficultés pour arriver à remplir ce panel extrêmement large des usages, avec des rez-de-chaussée qui soient animés. Ça peut être aussi de l'économie de la transition qui peut aller dans ces mètres carrés vides. Évidemment, on a une problématique aussi d'étalement urbain, c'est-à-dire qu'on est dans des enjeux aujourd'hui de devoir même régénérer les sols. On parle même de réparation de la ville aujourd'hui, et de fait de pouvoir utiliser les ressources qui existent sur un territoire aujourd'hui représente une véritable opportunité, et doit même être, selon moi, le paradigme sur lequel on évolue. Moi, j'ai la chance d'être sur un territoire qui est celui du Val de Fontenay, notamment, qui est la grosse opération que la SPL MAB suit et pilote au quotidien pour le compte de la ville de Fontenay-sous-Bois. Ce périmètre-là, il a 200 000 m² de potentiel de bureaux vacants à transformer en d'autres usages. Donc ça en fait un véritable, je ne sais pas si j'aime ou pas ce terme, de laboratoire urbain, mais en tout état de cause, on peut vraiment tester, innover, expérimenter des choses là-dessus pour arriver, de fait, on parlait tout à l'heure de ville vivante, ville inclusive, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir répondre à ces questions-là via ce site-là. Pour rebondir justement toujours dans une approche de solution, toi à ton niveau, Sophia, tu œuvres dans la gestion, dans la réhabilitation du logement social. Comment tu traduis cette problématique dans ton quotidien et dans tes projets ? Alors Gennevilliers, c'est une ville qui a une histoire quand même, une histoire c'est une des villes de bâtisseurs en fait, donc le logement social fait vraiment partie intégrante de l'histoire de Gennevilliers, et Gennevilliers aujourd'hui c'est 68% de logements sociaux. On a le port, un tiers d'activité économique et un tiers d'activité résidentielle, puis les espaces verts sont dans le résidentiel, et donc on pourrait se dire que c'est assez fragmenté en termes de répartition territoriale, mais l'intérêt de cette répartition, ça fait que dans la manière dont les logements sont répartis dans la zone résidentielle, le choix n'a pas été fait politiquement par les différents dirigeants de la ville d'avoir un centre-ville où on aurait, comme dans beaucoup de villes, la concentration des loyers les plus hauts, des strates les plus élevées, sociales les plus élevées, avec tout l'occupationnel qui se passe en centre-ville, et ensuite un peu le résidentiel en périphérie, et de préférence le logement social en périphérie. Ça, par exemple, c'est un schéma qui existait là où je suis née, là où j'ai grandi, à Villeneuve-la-Garenne, qui est la ville juste à côté, où vraiment, en gros, il y a le centre-ville qui est le centre des propriétaires, c'est là qu'il y a tout, le centre-ville, la mairie, etc. Et puis ensuite, moi j'habitais à la Caravelle, qui était le grand ensemble de logements sociaux, la cité de la Caravelle, et on était vraiment à Perpète, quoi. Donc du coup c'était à un quart d'heure de marche du centre-ville, et puis une dégradation assez forte des conditions de vie, etc. etc.
À Gennevilliers, justement, le choix a été fait que chaque quartier, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas de logements sociaux. Et chaque quartier va mixer du logement social, donc il y a une forte proportion de logements sociaux, et du logement privé. Donc historiquement, il y a 2 quartiers qui sont à 100% du logement social, parce que c'était ce qui a été construit dans les années 60, donc à savoir le fossé de l'Aumône et les Agnettes. Et ensuite, il y a des quartiers, il y a des constructions de quartiers, des créations de quartiers, comme le quartier centre-ville qu'on a commencé à construire en 2020 et le quartier des Chantraines qui va commencer à pousser à partir de 2027, où le choix qui est fait, c'est 50% de logements sociaux, 50% d'accession ou de promotion privée. Et donc en fait, le but du jeu, c'est de pouvoir toujours avoir cette diversité, en tout cas sociale, de manière à pouvoir faire en sorte que les gens vivent ensemble et pas les uns à côté des autres, et puis aussi de pouvoir faire en sorte qu'on n'ait pas, alors, je ne vais pas dire des ghettos de riches, parce que de toute façon, quand on est à Gennevilliers, tu n'es pas riche, hein, ce n'est pas le sujet, mais vraiment qu'il n'y ait pas en tout cas de division spatiale, d'assignation spatiale qui soit liée à ce qu'il y a sur ta fiche de paye, quoi. Donc ça, c'est un premier point que de dire il n'y a pas de discrimination spatiale qui est faite, et voire même en fait le quartier le moins cher le deuxième quartier le moins cher de la ville qui les Agnettes, la mairie elle est là, quoi. Donc ça veut dire que même l'accès aux services publics, qui est quand même, les services publics sont beaucoup concentrés autour de la mairie, qu'il s'agisse de la Sécu, la mairie, la poste, les choses comme ça, eh bien, ce ne sont pas forcément les personnes les plus dotées qui ont accès à ces services-là, en termes de distance. Ensuite, un des défis qu'on a, c'est que comme Gennevilliers, c'est un projet politique, hein, Gennevilliers à part entière, hein, c'est une ville très à gauche, avec un maire communiste depuis très très longtemps. Et nous, justement, on essaye vraiment de travailler sur ne pas faire de gentrification. C'est-à-dire que le fait d'avoir 70% de logements sociaux, ça fait déjà que c'est un très gros rempart contre la gentrification, parce que c'est très difficile du coup de faire monter le salaire moyen, qui va du coup ensuite appâter qui va ensuite faire en sorte que des gens qui habitent aujourd'hui à Paris ou même à Clichy, qui sont déjà éloignés des quartiers où ils n'arrivent plus à acheter à Paris, et envie, c'est très bête, hein, mais les gens n'ont pas forcément envie de côtoyer du pauvre à longueur de journée. Donc on a quand même déjà quelque chose où les gens qui viennent à Gennevilliers pour, entre guillemets, essayer de transformer la ville pour en faire un projet de gentrification, en général, ils repartent assez vite. Donc ça, on l'assume complètement, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut adhérer aussi au projet de cette ville pour pouvoir s'y épanouir. Ensuite, le deuxième point, c'est que du coup, on a quand même un vrai sujet qui est que la question de la ville vivante, elle est beaucoup liée aussi aujourd'hui. Hein, c'est comme ça que des villes comme Bois-Colombes à côté, par exemple, qui sont très résidentielles en vrai, mais qui sont très plébiscitées, c'est quand même lié aussi à la capacité à avoir de la consommation, des lieux de consommation près de chez soi, qu'il s'agisse de commerce, de café, de cinéma, de choses comme ça. Et aujourd'hui, la contradiction, c'est que d'un côté, on essaie de garder une ville populaire, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'en termes d'implantation d'activités qui sont en tout cas identifiées comme des activités qui font une ville vivante, c'est très difficile parce que les commerces, qu'est-ce qu'ils font quand ils font une étude de marché? Ils regardent quand même le salaire moyen, ils regardent s'ils vont réussir à maintenir une activité, et à un moment, la difficulté, c'est de réussir à faire cohabiter ce souhait de garder des gens qui n'ont pas, un panier, un pouvoir d'achat phénoménal, mais en même temps de réussir à faire venir des activités qui vont leur permettre de se sentir dignes aussi dans leurs habitudes de vie. Et aujourd'hui, ça, c'est des choses qu'on essaie de travailler. En tant que bailleur, nous, on est aussi propriétaire de fonds de commerce. Donc on essaie vraiment de travailler sur quel type de commerce on peut mettre dans la ville, que ce soit en commerce de proximité ou, alors je ne connais pas très bien le vocable qu'il faut utiliser, mais en termes de commerce de destination, j'ai envie de dire, donc les commerces où j'ai besoin qu'ils soient en bas de chez moi, où ça ne me gêne pas de traverser la ville pour y aller, pour essayer justement à la fois de se dire, voilà, dans ma ville, j'ai quand même ça qui me permet d'avoir des habitudes de consommation qui me permettent ou d'activités
qui me permettent de m'identifier comme quelqu'un qui appartient à cette ville finalement. Et puis d'un autre côté, d'avoir des pôles d'activité qui vont pousser nos habitants à visiter la ville finalement et à pas non plus se cantonner à leur quartier, parce qu'il y a une forte identité de quartier à Gennevilliers aussi. Et je dirais que le dernier point, c'est vraiment le sujet, on parlait de la ville inclusive, et la ville inclusive, elle passe quand même par ce que je disais tout à l'heure, la prise en compte des parcours de vie, tu disais des origines ou des parcours sociaux, enfin, où est-ce que tu es à un moment en termes de catégorie sociale, en termes de revenus aussi, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Le logement social, d'ailleurs, il est attribué aussi en fonction de tes revenus, donc du coup, c'est quand même un vrai sujet à côté duquel on ne peut pas passer. Et nous, on travaille beaucoup et on se bat pour ça, pour réussir à faire en sorte de continuer à accueillir des gens dans le logement social qui ont des revenus faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique nationale, je dirais nationale, départementale, régionale, en tout cas en Ile-de-France et dans le 92, c'est d'essayer, au nom d'une diversité sociale qui n'existerait pas, de privilégier les classes moyennes dans le logement social. Donc des gens qui ont des revenus qui, en vrai, pourraient leur permettre d'habiter dans le privé en se saignant un peu, mais ils pourraient. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, hors municipalité, ils vont financer plutôt des projets qui vont vers ça. Et ils vont arrêter, la région a arrêté de financer en 2025 des projets de construction où on ferait rentrer des logements qu'on appelle en PLAI, donc sur les financements les plus bas, enfin sur les financements pour des loyers plus bas, parce qu'ils estiment qu'on en a trop. Alors que nous, on part du principe que justement des villes de petites couronnes parisiennes comme la nôtre doivent aussi permettre d'accueillir, doivent avant tout aussi permettre d'accueillir les gens qui y travaillent. Et les gens qui y travaillent, c'est pas que les gens de la Défense, c'est pas que le comptable du 8e, c'est avant tout des gens qui bossent dans les hôpitaux, qui ont besoin de trouver un taf parce qu'ils n'ont pas de bagnole, donc c'est mieux qu'ils habitent à côté du métro. Et nous, on essaye vraiment de travailler ce projet de ville-là. Et c'est très difficile parce que c'est très difficile. À Gennevilliers, ça fonctionne encore, la preuve, on est là. Mais on voit ce qui s'est passé dans des villes alentours où, en fait, finalement, il y a quand même une forte aspiration vers un modèle d'ascension sociale qui est très, très marqué quand même, qui est capitaliste, tout simplement, et qui, du coup, fait que les aspirations des gens, même des gens qui ne peuvent pas en fait aller vers ce modèle-là pour plein de raisons d'empêchement de déterminisme économique, déterminismes sociaux, on a réussi à vendre aux gens que c'est ça le modèle vers lequel il faut tendre. Et nous, on essaye vraiment de garder cette idée, de se dire, voilà, le logement social, essayer de restaurer ce que c'est que l'idéal du logement social, à savoir le droit au logement pour toutes et tous, parce qu'en fait, tout le monde peut vivre ensemble, parce que nous, c'est ce qu'on croit vraiment. Mais peut-être pour rebondir par rapport aussi aux outils, parce que nous, en tant que SPL, on se positionne comme un outil justement au service d'un commanditaire qui, en l'occurrence, l'élu, le maire ou la maire en premier lieu de la commune. Et c'est vrai qu'on a des outils pour ça. Alors on est confronté à un grand nombre de difficultés et au premier rang duquel la pression foncière. Aujourd'hui, parce que ça c'est un vrai sujet pour promouvoir du logement social au vu du prix des fonciers au départ. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal de tenir les prix de sortie qui permettent in fine d'avoir du logement social. Donc en l'occurrence là pour la ville de Fontenay-sous-Bois, le règlement d'urbanisme impose à minima 33% de logements sociaux dans l'ensemble des opérations, à partir des opérations de 10 logements, 10 à 20 logements. Donc on a une contrainte quand même réglementaire qui impose de fait les opérateurs de construire du logement social. Après, on a plein d'autres types d'outils. On parlait tout à l'heure de maintenir des bâtiments de bureaux et de les transformer en logements, par exemple, de ne pas les démolir, puisque le marché irait dans le sens d'une démolition de fait, puisque la création de valeur
qui aujourd'hui est généré par des mètres carrés construits en complément, reste ISO. Donc quand on garde un bâtiment, on n'a pas de création de valeur nouvelle par rapport à un bâtiment et au bâtiment existant. Et de fait, on a un vrai rôle de préconisateur en fait, auprès des partenaires qu'on choisit aussi, puisqu'on les met en concurrence et on va venir choisir voilà, des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, mais voilà, d'essayer d'encadrer aussi les prix de sortie, in fine, pour arriver à avoir une diversité la plus grande possible. Et quand on parle de logement social, il y a logement social et logement social, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose quand on fait du PLS que quand on fait du PLAI ou du PLUS. Donc il faut arriver à avoir aussi cette jauge-là et garantir ça in fine, ce qui est vraiment pas simple dans l'équation économique globale, mais qui voilà, relève là aussi d'un engagement politique, d'un volontarisme, d'une certaine planification aussi, et qui in fine, nous, dans notre rôle au quotidien, c'est de venir aller essayer de négocier les prix des fonciers au plus bas, justement pour pouvoir permettre ça. Là, on a une très très belle réalisation qui va sortir sur le Val de Fontenay, qui était un ancien bâtiment de bureau d'Oscar Niemeyer, qui était occupé par la Société Générale. Donc c'est un bâtiment de bureau. C'est un bâtiment qui est très fin, qui fait 11 mètres de large et qui va accueillir 100% de logements traversants, 33% de logements sociaux et du locatif intermédiaire en complément pour arriver à faire l'économie aussi, parce qu'on sait que le locatif intermédiaire aussi, aujourd'hui, il est très poussé dans les politiques de logement, avec ses avantages et ses inconvénients. Nous, ce qu'on dit juste sur un quartier comme Val de Fontenay, où il y a un risque spéculatif extrêmement fort, parce qu'on est sur un quartier extrêmement bien desservi. Il y a aujourd'hui la A, le E, demain la 15, la 1. Donc on vient investir énormément pour reconquérir les espaces publics. On sait qu'on a un risque de gentrification et de spéculation extrêmement fort sur ce type de quartier. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir l'encadrer et l'anticiper? C'est pas simple du tout. En l'occurrence, nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'on défend un produit de logement qui est locatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un mythe en France des Français propriétaires. On fait, voilà, les aspirations des Français seraient de devenir, pour la plupart, propriétaires. C'est vraiment mis au rang de mythe absolu et de concrétisation absolue. D'être propriétaire, mais ensuite, en fait, d'être propriétaire investisseur avec l'espoir ensuite. C'est pas juste être confort avec le fait de pouvoir transmettre. C'est aussi, nous on le voit avec les gens qui achètent à Gennevilliers, même dans le cadre de l'accession à la propriété, donc l'accession sécurisée à la propriété. En fait, l'espoir derrière, c'est ensuite, quand je revends, je vais faire ma petite bascule. Non, mais absolument. Et de fait, ce qu'on essaye de faire pour l'instant, c'est que sur l'intégralité de nos premiers projets de la concession d'aménagement, donc sur tout le périmètre, on est à 0% d'accession. On ne fait que du locatif, avec 33% de locatif social qu'on essaie d'encadrer. Le locatif intermédiaire sur lequel il y a un sujet des prix de sortie des loyers, puisque quand on est à 17 € ou 13 €, c'est pas du tout la même chose en termes de loyer. Voilà, la question, c'est le juste équilibre programmatique dans la sortie pour déterminer, in fine, le prix du foncier, et pas le contraire. C'est pas le prix de sortie qui va se déterminer par le prix de foncier au départ. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à renverser un peu la façon de réfléchir son bilan économique pour permettre le projet qui est urbanement et socialement souhaitable pour la ville. Oui, ce que je comprends, c'est que finalement, il y a une véritable implication des élus, de la politique, pour pouvoir justement transformer, pour pouvoir aussi apporter des solutions. Parce que tu disais que la ville est même obligée d'avoir ses propres locaux pour pouvoir ramener des commerces. Donc il y a quand même une action politique et une action forte à mener, et en plus une expérience d'équilibre, une expérience technique qui est nécessaire pour justement ne pas tomber juste dans dans une programmation très spécifique, mais avoir justement une vision globale, et c'est ce que vous faites. Et je pense que là, pour le coup, vous démontrez un peu cette complémentarité que vous avez dans les deux actions pour pouvoir transformer. Après, aujourd'hui, c'est aussi de plus en plus difficile, je pense, pour les collectivités locales, au vu des ressources financières, notamment des collectivités locales qui ont quand même très fortement diminué ces dernières années. Et pareil pour les dotations de l'État. Je pense qu'on
on se dirige vers une période de sobriété économique aussi, qui va très certainement amener aussi peut-être des renonciations, puisque construire du logement, c'est aussi construire des écoles. Il y a besoin d'équipements, ça génère des besoins en équipement. C'est pour ça que le co-living aujourd'hui a la part belle dans les opérations d'aménagement, et que les maires sont aussi des fois un peu obligés, les élus, de l'accepter, parce que derrière, le fait de pouvoir construire des nouvelles écoles n'est pas forcément quelque chose de complètement évident au vu des contraintes financières aujourd'hui qui pèsent sur les collectivités. Et, nous, la chance qu'on a à Val-de-Fontenay, c'est qu'on on est sur un quartier où on a un terrain de jeu qui est énorme, et on a déjà des équipements qui sont existants et qui peuvent accueillir l'arrivée de nouvelles populations. Mais pour des villes qui doivent investir 20 millions d'euros pour construire une école de 20 classes, pour développer du logement, a fortiori du logement social, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. En fait, je pense qu'il y a à la base, nous il s'avère qu'on peut encore le faire, parce que tout le projet politique de la ville de Gennevilliers depuis très longtemps, c'est quand même permettre aux travailleurs, aux classes moyennes et populaires, de rester, maintenant dans le Grand Paris, mais de rester de toute façon dans cette ville qui est assez proche de Paris et proche des centres économiques. Donc en fait, la ville de Gennevilliers, depuis longtemps, déjà il y a la maîtrise foncière, ça c'est le b.a.-ba. La ville de Gennevilliers maîtrise énormément le foncier sur le territoire, donc ce qui permet en fait de garder, et il y a encore des ressources économiques pour pouvoir faire des préemptions, voilà. Donc, et ces ressources économiques, elles ont été construites aussi en n'étant pas dépendant que de l'État, mais aussi en travaillant sur la zone économique qui permet justement d'avoir des contributions des entreprises pour qu'on puisse financer le projet communal. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, nous, pour des raisons vraiment financières, parce qu'effectivement, par contre, tu as raison, il y a la baisse des dotations de l'État, tu as la baisse de l'aide à la pierre, enfin la suppression carrément de l'aide à la pierre, tu as aussi les autres collectivités territoriales qui n'ont plus envie de financer le logement social, parce que voilà, c'est pas le projet. Et puis, tu as également aussi il y a l'augmentation du prix du foncier et puis du prix de la construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu disais, pour sortir des loyers abordables, il faut avoir un prix de la construction là, qui a pris 30% en l'espace de 5 ans. Donc du coup, le même ouvrage qui a été livré en 2020, il prend 30% de plus de coût en 2025. Et donc les loyers qu'on sort, j'ai inauguré une résidence 75 logements hier. Les prix de sortie ne sont pas les mêmes que ceux d'un immeuble qui ressemble à peu près qu'on avait sorti il y a 5 ans. Et donc, ce n'est pas exactement les mêmes populations qui peuvent y prétendre non plus. Et là, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a là actuellement 2 zones d'aménagement concerté. Gennevilliers Habitat, on sera les premiers à livrer, parce que nous, on va dire que notre financement est garanti, parce qu'on a nos fonds propres, on a déjà nos subventions, la ville nous fait l'équilibre, donc on est très très fortement soutenu. On a la ville qui nous fait nos garanties d'emprunt, donc c'est à peu près bordé. Par contre, les autres opérateurs de cette zone, et notamment les promoteurs privés, à côté il y a un deuxième bailleur social, c'est Logirep, ça devrait le faire, normalement ça le fait. Et ensuite, on a les promoteurs privés, donc qui vont faire de l'accession à la propriété ou de la promotion privée. Aujourd'hui, leur date de livraison est très incertaine, parce qu'eux, ils sont conditionnés aux prêts, qui sont conditionnés aux réservations de logements. Et le problème, c'est que la réservation de logements, elle se fait par des gens qui ont les moyens d'acheter, et en ce moment, ils n'arrivent pas à atteindre leurs 50% de réservation de logements en termes de crise économique. Et la question de l'accès au crédit aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de gens, et encore moins dans notre bassin à nous, qui arrivent à accéder au crédit. Et nous, donc voilà, sur les zones d'aménagement concerté, par exemple, aujourd'hui, on se dit, pour avoir un quartier de qualité et aussi pouvoir remplir notre école, nous, on va construire une école au Chantraine, peut-être qu'on va devoir, on réfléchit à la date d'ouverture de l'école, parce que tant qu'on n'aura pas les familles et donc les enfants, tu ne peux pas ouvrir l'école. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, nous, on a un outil communal qui est la coopérative HLM, qui fait de l'accession sécurisée à la propriété. Donc en gros, le schéma, c'est tu achètes à peu près 20% de moins que le prix du marché.
Et en plus, un des intérêts, c'est que si jamais tu as un accident de la vie qui fait que tu n'arrives plus à tenir tes mensualités de prêt, donc que ce soit perte d'emploi, divorce, enfin peu importe, on te garantit que tu puisses revenir dans le logement social. Donc on peut te réattribuer un logement, tu redeviens locataire du parc social chez Gennevilliers Habitat. Avec un stock disponible À partir du stock qu'on a en tout cas. Donc en revanche, tu deviens prioritaire parce qu'on doit te reloger avant que tu vendes ton logement. Ou que tu doives le quitter parce que c'est pas toi qui as gardé le logement. Et aujourd'hui, sur ce schéma-là d'accession sécurisée à la propriété, depuis le Covid, ce qu'il n'y avait pas avant, parce que ça existe depuis 2014, hein, ce schéma-là, cette convention, depuis 2020, on a des gens qui reviennent dans le logement social, ce qui n'était pas le cas entre 2014 et 2020, ça se passait à peu près bien. Et depuis 2020, on voit que les gens ont plus de difficultés à se maintenir dans le logement qu'ils avaient acheté. Alors du coup, il y a ça, et puis le deuxième point, c'est que les gens qui ont acheté entre 2014 et 2020, ou jusqu'à maintenant, d'ailleurs ceux qui ont acheté depuis 2014, il y a eu beaucoup de reventes quand même, parce que justement l'augmentation du prix du foncier, même quand tu as une grosse maîtrise foncière, ça rend intéressant le fait de vendre pour aller acheter plus grand, plus loin en réalité. Et donc là, il y a un nouvel outil que la ville met en place sur une prochaine opération de la coopérative HLM, Boucle de Seine, c'est le BRS. Donc le bail réel solidaire où en fait tu devras revendre dans le circuit, tu ne pourras pas revendre en profitant de l'inflation du prix du foncier. Tu devras revendre à un prix, alors pas équivalent, mais en prenant en compte des indicateurs raisonnables, que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir se dire que le fait d'accéder à la propriété, ce n'est pas pour faire du profit, c'est d'abord pour te garantir ta capacité à transmettre, en fait, être chez toi, faire ce que tu veux, et sortir en fait de la spéculation les produits qui sont produits avec de l'argent public quand même, parce que tout ça, ça se fait quand même avec de la grosse subvention publique. Le BRS, il est vachement intéressant aujourd'hui aussi pour tout ce qui est du développement économique, de la ville productive, parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu. Au final, les mètres carrés vacants de bureaux aujourd'hui, c'est pas que les nouvelles façons de travailler aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a certainement une perte d'emploi au passage qui doit être assez considérable. Donc il y a une question aussi de comment est-ce qu'on arrive à rapprocher production de logement et ville productive. Et effectivement, le BRS, dans ce type de mécanisme, est un outil tout à fait intéressant, parce que ça permet de réduire un petit peu le coût du foncier au départ, Vous avez ramené avec vous un objet qui vous accompagne, qui vous définit un peu dans votre manière de travailler. Raphaël, est-ce que tu peux nous présenter ce petit objet ? Ouais, alors moi du coup j'ai pris un objet, c'est une boussole. Alors, en l'occurrence, j'avais pas de boussole chez moi, donc j'ai pris un hygromètre. C'est un instrument qui mesure l'humidité, mais en vrai, voilà, on va dire que on va faire comme si c'était une boussole. Et une boussole, pourquoi ? Parce que j'aime bien l'outil de la boussole dans nos métiers, parce que ça donne un cap. Mais en fait, c'est un cap qu'on n'atteint jamais. La boussole, elle va toujours indiquer le nord, mais on va pouvoir toujours continuer au nord, mais on ne l'atteint jamais. Donc, c'est un peu une quête infinie dans ce sens-là, et je trouve ça intéressant. Et ce que je trouve aussi intéressant avec la boussole, c'est vraiment le chemin parcourir pour atteindre ce cap vers lequel on tend, mais qu'on n'atteint vraiment jamais. Et et c'est toujours posé, avoir en ligne de mire une direction, quelles que soient les circonstances. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de se donner un cap, de se donner des stratégies à long terme, alors qu'on est dans des situations où on gère l'urgence au quotidien. Donc la boussole. En l'occurrence, nous, sur le projet, on a essayé de thématiser justement l'application de la boussole sur le carbone. Donc, on a mis en place une boussole carbone. Ça permet de donner un budget carbone à l'échelle globale de l'opération qui permet d'atteindre les 2 tonnes par citoyen à horizon 2050, qui sont la trajectoire des accords de Paris. Alors, c'est pas du tout simple. Ça veut dire, ça sous-entend d'avoir des choix assez sans compromis sur le projet, notamment en termes de transformation, de conservation des bâtiments de bureaux ou de stationnement, qui ne sont pas des sujets forcément très évidents, ou d'énergie. Mais voilà, la boussole, parce que elle nous donne le cap, et je pense que c'est un truc qu'on pourrait appliquer sur plein de choses, sur le logement social. Se donner une boussole et un cap précis permettrait d'atteindre très certainement ces objectifs peut-être plus facilement, et c'est un outil d'aide à la décision vachement intéressant pour les élus notamment. Sophia, est-ce que tu peux nous présenter ton objet ? Oui.
Alors, moi, ce sont des écouteurs. C'est des écouteurs que... alors, c'est pas des trucs, là, sans fil, parce que je les perds tout le temps, donc j'ai gardé le fil. Mais par contre, en fait, c'est les écouteurs, vous savez, où on se bouche les oreilles. Donc, en gros, quand on les a, on n'entend plus rien. Et moi, en fait, j'ai 2 activités. Moi, je suis salariée j'ai un boulot, quoi. J'ai un boulot qui n'est pas lié au logement social du tout. Je suis salariée dans le privé, et donc moi, quand je vais bosser le matin, je mets comme tout le monde, je mets mes écouteurs, je m'isole, j'entends plus ce qui se passe autour de moi, j'écoute mon podcast, et puis je file au travail. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je fais dans ma vie de salariée, mais que je ne fais pas dans ma vie de présidente d'un bailleur ou d'élu. Parce qu'en gros, voilà, quand je rentre à Gennevilliers, quand je sors du métro et que je sais que je vais voir des gens, des habitants, en fait, je les enlève, mes écouteurs. Et en fait, moi, je trouve que c'est un outil qui est quand même, qui est vachement sympa, parce que pas entendre autour de soi et se concentrer sur ces trucs, c'est quand même, pour moi, c'est super, et ça permet de bien lancer la journée, et voilà. Mais d'un autre côté, je trouve que ces écouteurs, c'est aussi vachement symbolique de l'état d'esprit de la société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur soi, on est beaucoup sur ses problèmes, parce qu'on est sur une ville quand même. Enfin, la vie aujourd'hui, elle n'est pas facile, et notamment pour les habitants, en tout cas de nos villes à nous, nos villes populaires. La vie, elle est très très dure, et du coup, ça pousse quand même pas mal les gens à se reconcentrer sur ce qui les regarde eux. Et c'est de plus en plus difficile, mais je ne désespère pas, parce que je pense que c'est là aussi c'est ça qui nous sauvera, de penser sa situation individuelle, mais dans quelque chose de plus grand. Donc en fait, il y a quand même une grande nécessité aujourd'hui pour tout le monde d'un peu enlever les écouteurs, d'un peu... Ou d'en mettre qu'un seul, et puis d'écouter de l'autre. Exactement, et d'écouter ce qui se passe autour, parce que en fait, l'individualisme, ça ne nous sauvera pas en réalité. Le logement, mais l'aménagement, vivre la ville, etc., c'est beaucoup quand même, c'est déjà vivre ensemble, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix, on est obligé d'habiter ensemble. Et d'un autre côté, c'est aussi comprendre ce qui se passe autour de soi pour faire les meilleurs choix pour soi et pour notre société. Et donc, voilà, donc c'est à la fois, c'est un outil, je suis c'est assez ambivalent. Enfin, je trouve que c'est super, parce que des fois, on a vraiment besoin d'être avec soi-même, et c'est salutaire. En plus, moi, je vous avoue que passer trop de temps avec beaucoup de gens en même temps, moi, ça me fatigue. Mais en même temps, il y a des fois où il faut vraiment s'affranchir de ça, parce qu'il faut avoir la capacité à se nourrir de ce qui se passe vraiment, parce que sinon, on ne prend pas la mesure des vrais enjeux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre du logement social, par exemple, mais du logement en général, l'actualité, même les journaux, les médias qui ne sont pas des médias de gauchos, ils disent attention, la crise du logement, il y a quand même une prise de conscience, mais du fait de l'urgence de la situation et des enjeux, avoir un logement, c'est un enjeu vraiment de base et critique. C'est très difficile de se décentrer et de se dire mais en fait c'est un enjeu de société, il faut que toute la société s'y mette, et forcément quand on est dans l'urgence d'avoir un logement, on va se concentrer sur son problème à soi, et c'est complètement humain, mais cette approche-là en fait elle peut pas fonctionner, elle fonctionne pas pour tout le monde de toute façon déjà, parce qu'à un moment il faut plus de logements, et avoir plus de logements c'est un sujet politique, c'est pas un sujet individuel. Dans votre parcours, j'aimerais qu'on revienne sur un moment qui vous a marqué, un moment qui a donné du sens à ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Raphaël? Alors un moment c'est compliqué parce que ou une rencontre parce qu'il y en a beaucoup, et notamment je pense moi je vis un métier passion, avec énormément de belles rencontres. Dans nos quotidiens, on côtoie un panel de gens qui est extrêmement large. Ça va de l'habitant à l'association, en passant par le constructeur, des artistes, donc voilà, ou alors des réalisations. C'est-à-dire que nous, ce qui nous stimule, ce qui nous motive, c'est vraiment quand quelque chose est livré, quand un espace public, par exemple, est livré. C'est incroyable de voir les habitants se l'approprier, les enfants jouer, etc.
Après, à un moment, si on doit en garder un, je dirais quand j'étais à Stuttgart et puis que je commençais à regarder pour rentrer sur Paris et François Boivy, qui est le directeur général de la SPL, donc c'était il y a déjà ça, il y a 6-7 ans, m'appelle pour me dire écoute, est-ce que ça te dirait l'aventure poursuivre l'aventure SPL Marne-au-Bois. Et on était 4 quand je suis arrivée et maintenant on est 20. C'est une super belle histoire. C'est quelque chose qu'on a construit ensemble et qui reflète aussi depuis le début notre façon de travailler, la liberté qu'on veut se donner aussi dans nos façons de faire, de penser la ville, d'entrechoquer les idées aussi, de débattre. Et au début, pendant 3 mois, j'ai fait les allers-retours de Stuttgart à Paris, où je travaillais déjà en télétravail. C'était en 2017 et c'était bien avant le Covid. Et j'ai eu un grand espace de liberté pour poursuivre mon parcours et construire mon métier. Et donc ça c'est forcément une très belle rencontre, mais parmi plein d'autres, puisque j'ai la chance de travailler avec des équipes qui sont aussi super, et puis des collectivités aussi qui sont très, très engagées, très volontaristes, et c'est super important d'avoir le binôme d'une part avec la collectivité, d'autre part avec sa maîtrise d'œuvre, qui est le prolongement de nous-mêmes, les urbanistes, les architectes qui vont dessiner, penser les projets. Voilà. Donc, j'en ai pas nommé un seul, mais un panel, mais c'est trop dur d'en retenir qu'un seul. Mais effectivement, ça marque. Et Sophia ? Alors moi, j'ai envie de dire que moi, les événements, il y en a plusieurs, mais c'est une nature d'événements qui pour moi remet du sens à chaque fois. C'est les réunions publiques qu'on fait notamment quand on doit présenter un projet, parce que, ou quand on doit régler un problème qui va, par exemple, impacter une résidence entière, parce que c'est là qu'on voit aussi les enjeux, les contradictions qu'on peut avoir, soit entre le projet et la vie des habitants, soit même les habitants, les contradictions entre leurs besoins, leurs envies, leurs contraintes, etc. Et à titre d'exemple, moi, ma première réunion publique, une grosse réunion publique en tant que présidente de Bailleur Social, c'était une réunion publique pour présenter le projet de réhabilitation des tours des Agnettes. Alors les Agnettes, c'est 4 tours dans le cadre d'un projet NPNRU. Donc là, sur le quartier des Agnettes, les Agnettes est en requalification. En plus, il y a une gare de la ligne 15 qui va s'implanter dans le quartier. Et donc là, on est sur 15 ans de travaux. Enfin, c'est les chantiers en rue. Donc ça va être un moment pas très sympa pour les habitants, mais pour du mieux après, comme à chaque fois qu'il y a des projets de requalification. Et en fait, dans le quartier des Agnettes, il y a 5 tours à la base qui sont sur le boulevard intercommunal. Et l'ANRU, pour pouvoir verser des subventions sur cette requalification, avait demandé à la ville en 2015 de détruire les 5 tours. Donc c'est-à-dire 500 logements. Voilà. Mais parce que c'était des tours essentiellement du PLAI, donc du coup, ça enlèverait de la concentration de pauvreté, les gens, on irait les reloger je sais pas où, bref. Bon. Là, on leur a dit non, donc il y a eu des manifs, des choses comme ça, et finalement, sur les 5 tours, on en a gardé 4, et la 5e a été démontée parce qu'elle était sur l'emprise, enfin juste à côté de l'emprise de la gare du Grand Paris. Donc on l'a démontée récemment pour que la construction de la gare puisse se faire. Et donc, ces tours, elles sont dans le programme de réhabilitation en rue. Et donc, on a fait cette première réunion publique de présentation, de présentation dans le sens de démarrage juste avant le démarrage du chantier, parce que les réhabilitations, c'était 10 ans de négociation. Donc, le projet de réhabilitation qui a démarré en 2021 et qui n'est toujours pas fini, je vous expliquerai pourquoi, ça a été 10 ans de négo avec l'État, en fait. Donc on arrive en 2021, ça y est, on va y aller, sauf que les gens qui sont dans les tours actuellement, c'est pas forcément les mêmes que ceux qui étaient là quand on a commencé à négocier la réhabilitation. Beaucoup de temps s'est passé. Et surtout, les gens, on est devant eux et on leur dit « ça va être super dans 3 ans, mais en attendant, on va venir chez vous, on va tout péter. » Oui, parce que c'est des grosses réhabilitations à 60 000 € le logement. Donc, c'est-à-dire qu'on refait tout.
Donc pour du mieux, pour vraiment meilleure performance énergétique parce que tu es en passoire, parce que c'est des trucs qui ont été réhabilités il y a 30 ans déjà, mais ça c'est trop tard, quoi. Enfin, faut recommencer. Parce qu'on refait tous les intérieurs qui étaient devenus vétustes, etc. Mais là, on est devant eux et on leur dit, bah écoutez, ça va être 2 ans d'emmerde, mais comme toute réhabilitation, ça va bien se passer à terme. Mais on leur annonce 2 ans de travaux en milieu occupé, mais ce qui est le lot de tous les bailleurs qui réhabilitent maintenant. Il n'y a plus de réhabilitation, je ne sais pas s'il y en a déjà eu, mais réhabilité en pas occupé, je ne sais pas si ça existe. Enfin, en tout cas, en Ile-de-France, ça m'étonnerait qu'on dise, ah bah tiens, on va vider les... on va trouver 200 logements, on va vous mettre dedans. Et, bon. Et donc, du coup, cette réunion publique, elle a été, c'est ma première, et elle a été très très dure, parce que d'un côté, il faut tenir. Voilà, tu ne vas pas dire aux gens, ouais, vous avez raison, on va vous laisser comme ça. Mais d'un autre côté, le coût humain est très lourd en fait. C'est-à-dire que les gens, en plus, c'est des tours où c'est des gens qui ne sont pas forcément dans des situations sociales faciles. Tu as de la suroccupation, tu as des gens tu as pas mal de petits logements, donc en fait, tu es dans ton studio, les ouvriers vont arriver, tu ne sais pas trop où tu vas te mettre. Enfin, c'est beaucoup de situations difficiles. Et il faut continuer à expliquer qu'il faut voir sur le temps long, il faut voir sur le collectif, mais que oui, ça va être difficile, qu'on va vous accompagner, mais on ne sait pas vous dire ça va bien se passer, il ne va pas y avoir de problème et tout va bien. Non, il va y avoir du bruit, il va y avoir de la poussière. Chez toi, ça va être trop petit pendant un moment, tu vas avoir des ouvriers qui vont débarquer, il faudra que tu sois présent pour les faire entrer. Toutes ces choses-là. Et avec du coup t'avais les gens très très pas contents, mais en fait même les gens qui ont demandé qui sont ok avec les réhabilitations, en vrai tu es dans une situation où de toute façon tu ne peux pas donner un message 100% positif, tu vois. Et ça c'est des choses dans le cadre dans le cadre de l'activité de bailleur, mais dans le cadre en général de la gestion collective, en fait. C'est souvent ça qu'on se retrouve à faire. C'est-à-dire que, puis souvent quand tu es dans une gestion collective honnête, tu ne peux pas faire d'effet d'annonce « Salut les gars, ça va bien se passer » et puis t'en aller. En fait, tu vas de toute façon devoir leur dire « ça va se passer, ça va être difficile ». À la fin, ça sera bien, soyez patients. Mais la réalité, c'est que 2 ans, c'est long. Tu sais ce que tu leur demandes. Et moi, c'est des choses que je trouve... Et tu te retrouves aussi face au... tu rentres vraiment dans le quotidien des gens, parce que les gens viennent te voir en te disant « Mais attendez, moi, je suis dans 2 pièces, on est déjà 4, comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on a comme solution ?» Bon, toi, tu te dis « Ok, on va essayer de trouver des solutions, on va faire des logements de courtoisie. » Mais en fait, tu mets les gens pendant 2 ans dans l'inconfort, et ça, humainement, il faut réussir à l'expliquer, il faut réussir à l'assumer, et c'est des exercices qui sont pas simples. Mais c'est un peu le lot, voilà, de la gestion collective. Donc moi, c'est des choses où ça te remet quand même, te remettre dans le réel comme ça régulièrement avec les gens qui vivent à l'intérieur des logements. Je trouve que c'est une manière aussi de garder les pieds sur terre, quoi. On ressent bien au travers de vos récits une passion, un engagement. Aujourd'hui, comment vous portez ces projets-là, pas seulement en tant qu'élue, pas seulement en tant que professionnelle et experte, mais en tant que femme? Comment vous voyez les choses en tant que femme? Comment vous les ressentez? Comment vous les vivez? Raphaël. Je pense que pour moi, c'est une fierté en tant que femme d'être d'en être là de mon parcours. J'étais contente de dire à mes filles que j'allais faire une interview aujourd'hui et que voilà, on allait les mettre en valeur mon travail. Voilà, moi je me dis toujours comment est-ce que je construis la ville au quotidien, j'y réfléchis, comment est-ce que je la construis pour mes filles aussi, pour mes amis. Enfin, ça me permet de me projeter aussi sur des choses réelles, parce que c'est pas forcément facile de se dire comment est-ce qu'on aménage, c'est quoi, j'espère évidemment le moins possible, mais on va certainement faire des erreurs. On voit aujourd'hui qu'on a fait des erreurs dans la fabrique de la ville qui se payent aujourd'hui. Voilà, donc je suis très fière aujourd'hui d'en être là en tant que femme. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu en es là,
Je pense qu'il y a beaucoup de mérite, en effet. Comment tu es arrivé là? Dans un milieu qui est quand même très orienté sur la construction, l'immobilier, le business, c'est vrai que c'est quand même un monde majoritairement d'hommes, donc dans lequel une femme évolue de façon minoritaire, hein, et avec il peut y avoir des rencontres malveillantes qui, voilà, du fait d'être une femme, nous met dans une case ou conditionne nos compétences et notre capacité à assumer une mission, par exemple. En tout état de cause, moi j'ai trouvé que, ça n'a pas forcément été mon cas personnellement, là où j'ai trouvé que c'était vraiment le plus difficile, c'était dans ma condition peut-être aussi de mère, c'est-à-dire d'arriver à concilier aussi le fait d'être enceinte, le fait de pouvoir travailler, le fait de pouvoir gérer sa vie de famille, de gérer ses amis, de pouvoir être à fond un peu partout. Et ça, c'est pas facile. Et d'être une femme, je pense que c'est d'autant moins facile par rapport à un homme. Après, moi, j'ai été éduquée sans faire de différence entre les filles et les garçons. On m'a toujours dit que je pourrais toujours accomplir ce que j'ai envie d'accomplir à partir du moment où je travaillais pour ça et où je me donnais les moyens de ça. Ça a fait partie de mon éducation. Donc voilà, mais après, encore une fois, aujourd'hui, être une femme dans ce milieu-là, forcément, je ressens, enfin, il y a des générations, hein, les générations des hommes promoteurs immobiliers qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années. C'est sûr qu'ils ont une culture qui n'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui, mais ça me fait rigoler. Des fois, je les remballe gentiment quand je peux me le permettre. Après, je ne peux pas toujours, mais voilà, je travaille avec des gens qui sont extrêmement bienveillants et féministes de ce point de vue-là, et donc qui me font des petits clins d'œil. Tu composes. Voilà. Et toi, Sophia, est-ce que tu composes? Alors moi, ce que je trouve, ce que je peux peut-être dire à la base, c'est que avant de m'occuper du bailleur social, parce qu'en fait, à Gennevilliers, la présidente aujourd'hui, enfin le président est toujours un élu municipal. Et donc le maire m'a proposé de prendre cette fonction-là en 2020. Mais moi, j'étais déjà élue municipale entre 2014 et 2020, et je m'occupais d'une petite délégation qui s'appelait Droits des femmes et lutte contre les discriminations. Mais parce que moi je militais là-dedans depuis mes études, donc en fait c'était moi qui avais demandé à avoir cette délégation-là. Et dans le cadre de cette délégation, on a fait une recherche-action qui a duré 6 ans sur la place des femmes dans l'espace urbain, avec une chercheuse qui s'appelle Corinne Luxembourg. Donc voilà, et donc en fait, ça a été une manière d'aborder aussi les questions justement espace urbain, aménagement, logement, place des femmes, les différents temps de la vie et comment les femmes s'en emparent, comment elles les vivent, etc. Donc ça a été aussi une porte d'entrée sur les enjeux d'urbanisme, qui n'était pas du tout mon sujet à la base. Donc voilà, donc en fait finalement il y a eu quelque chose qui m'a poussée aussi vers les questions plus liées au logement et à l'aménagement. Après, alors là-dessus, j'ai envie de te dire, il n'y a pas qu'être une femme, en fait, moi, si tu veux, c'est pareil, hein. Toi et moi, on a les mêmes, je pense qu'il y a les mêmes composantes. C'est-à-dire que de toute façon, moi, je suis une femme, je suis une arabe, je viens des quartiers populaires, je suis grosse, enfin, je veux dire, il y en a tellement que bon, voilà. Et donc, si tu veux, le seul truc qui est un peu rigolo, je pense que femme et arabe, c'est un peu la même, c'est que t'es pas forcément pris au sérieux au début. Et des fois, tu es obligé de dire, les gars, alors, si vous voulez, à la fin, si le chèque, vous voulez pas qu'il soit signé, continuez comme ça, en fait. Parce que à un moment, on en arrive là, c'est de te dire... moi, ce que j'ai trouvé le plus marquant, c'est que quand je suis arrivée, il y a des sujets sur lesquels il n'y avait pas de problème, mais oui, effectivement, les prestataires notamment, techniques, parce que nous, voilà, on a les prestataires techniques, et puis les candidats pour des gros marchés, type réhabilitation, construction, etc. Moi, ils ne me parlaient pas. Ah ouais, non, ils parlaient au DG.
Moi, j'ai eu 2 directeurs généraux sur mon petit mandat, et c'est des mecs, donc là, il n'y a pas de problème. Et déjà inséré dans le truc, et puis moi, c'est vrai que j'ai débarqué, je connaissais personne, et puis surtout, je suis une fille, donc en fait, le technique... Mais le truc, c'est qu'à un moment, le jury d'architecture, tu y es quand même, et puis ta voix, elle est un peu prépondérante, donc tu vois, à un moment, faut aussi se dire que le sexisme, c'est aussi, des fois, ça... Je trouve assez intéressant que dans des enjeux comme ceux-là, qui engagent des sommes pareilles, par exemple, pour ces entreprises, ils ne se disent pas, ça serait peut-être bien d'être un peu intelligent, et puis même si j'aime pas les femmes, il n'y a pas de problème, mais juste je mets ça de côté, parce qu'à la fin, je veux faire mon business, quoi, tu vois. Je me suis dit, il y a des gens, ils n'ont pas cette intelligence-là, et je me dis que donc, le sexisme est assez fort, quoi. Tu te dis, parfois ça masque un peu l'intelligence, juste l'intelligence business, l'intelligence de ton métier. Tu te dis, voilà, c'est une nana, je regarde pas ce qui a marqué sur sa carte de visite, c'est une nana, donc c'est pas mon interlocuteur. J'étais assez surprise de me dire, bon, ça manque un peu de... C'est pas très malin. D'intelligence. On sous-estime le niveau d'expertise de facto, quoi. Enfin... déjà, mais après tu te dis, je sais pas, il y a marqué président, tu te dis, bon, ça devrait te mettre sur la piste, tu vois, mais bon, il y a des gens, non, c'est pas le cas. Donc je le dis en rigolant, parce que c'est vrai que ça m'a toujours... même aujourd'hui, ça me surprend encore. Après, j'ai quand même eu la chance aussi de tomber avec que ce soit les directeurs généraux ou le maire qui m'a fait confiance, de tomber sur pour le coup, sur des hommes qui se sont pas servis de ça pour en fait, me mettre là en disant, voilà, on a une femme, mais en fait, après le reste, on gère et on s'occupe pas d'elle. Il y a vraiment aussi ce travail de, finalement, tu sais, d'avoir des alliés aussi, tout simplement, qui te permettent de tenir ta place. Et je voudrais juste ajouter que, donc pour le coup, ce qui est assez particulier, en tout cas, ce qui est le cas à Gennevilliers, c'est que tout ce qui est lié au logement, à l'aménagement, les services techniques, les choses comme ça au niveau de la ville, c'est que des femmes. C'est-à-dire que la société d'aménagement, l'adjointe à l'urbanisme, c'est une femme, l'adjointe au logement est une femme, la présidente de la coopérative d'accession et qui s'occupe aussi des services techniques de la voirie, c'est une femme, et moi aussi je suis une femme. Donc en fait, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, voilà, si tu veux aller vendre du ciment à des gens, tu es obligé de parler à une femme, quoi. Donc, ouais. Dans certains secteurs. Tant mieux. Non, mais effectivement, on a des outils. Je pense que c'est important ce que tu dis, parce qu'on a quand même des outils d'action là-dessus. Enfin, à l'échelle d'une gestion d'une boîte, voilà, on peut mettre un observatoire de suivi des salaires entre les hommes et les femmes. On peut regarder la répartition des hommes et des femmes au sein d'un COMEX. On peut, voilà, cette question-là doit être traitée à part entière et peut être traitée à part entière aussi pour s'assurer qu'on met en place des choses pour lutter contre le sexisme et l'inégalité homme-femme. Très bien. On va passer aussi sur une nouvelle note sympathique et on va passer au portrait chinois. Alors, si vous étiez un lieu à toutes les générations se croisent, ça serait lequel ? Un café solidaire. Non, alors, le café solidaire, c'est... alors pour le coup, je suis assez biaisée parce que j'ai été... barman dans un café. Ouais, enfin... non, mais en tout cas, non, bénévole, cherchez le mot. C'est pas barman, mais bénévole, c'est par un B aussi. Mais je tenais le bar, ça c'est vrai. Dans un café solidaire, donc en fait, le principe, c'est... t'ouvres le truc, c'est à prix libre. Et donc, tu croises un peu de tout. T'as des retraités du coup, qui viennent aussi filer un coup de main. Tu as des gens qui ont du temps et c'est pas cher, donc ils viennent s'installer, ils tuent le temps à cet endroit-là. Tu as des gens qui ramènent leurs enfants. Puis en général, les cafés solidaires comme ça, c'est souvent des gens qui sont un peu... on a un peu la même manière de voir la vie, donc ça court dans tous les coins, c'est un peu le bordel et tout. Et voilà, moi, c'est le genre de lieu que j'aime bien et où effectivement, toutes les générations se croisent. Super.
Moi, je poursuis sur cette lignée-là et je vais dire une terrasse de café aussi. Je ne sais pas si c'est mon amour du café ou de l'apéro, mais non, une terrasse de café. Je pense par exemple à la place de la Réunion à Paris, dans le 20e, qui est un endroit que j'aime beaucoup, où il y a une culture populaire quand même assez marquée dans ce quartier-là. Et voilà, c'est une place qui a été réaménagée, il y a des arbres, il y a de l'ombre, il y a des bancs pour qu'il y ait des petits vieux qui sont assis là, il y a des gosses qui jouent sur la place, il y a des familles, des jeunes, des ados, des bobos, et ça se mélange, il y a le marché plusieurs fois par semaine, et voilà, c'est un lieu que j'aime bien pour son intergénérationnalité. Ouais. Mixité, diversité. C'est bien. Café, apéro. Si vous étiez un monument dans la ville, lequel seriez-vous? Allez, Raphaël. Un monument dans la ville, alors c'est pas forcément un monument, enfin je sais pas si c'est un monument, la Line à New York. Alors bon, je choisis une destination un peu trop lointaine maintenant, vu les contraintes que sont posées par les trajets en avion et le bilan carbone. Mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir m'y rendre et de pouvoir avoir pratiqué cet espace-là, qui est en vrai en fait un monument. Hein. C'est une ancienne voie ferrée qui a été reconvertie en une promenade suspendue sur un peu plus de 2 km, donc en plein New York. Voilà, il y a tout ce que j'aime, il y a un moins d'intensité urbaine, il y a des vues sur la ville, il y a du street art, il y a du lien social, enfin, ça se mélange, il y a de la belle architecture, donc voilà, la Line à New York. Mais pas comme une incitation à pouvoir y aller, mais juste aller regarder les photos sur Internet. Alors moi, je te dirais les colonnes de Buren. Ah. Parce que c'est le truc, alors le mec il a mis ses trucs à cet endroit-là, les gens ont fait bah, c'est quoi ce machin, c'est moche. Enfin, et puis finalement, aujourd'hui il y a un usage qui est fait, bah, qui devait pas être, ça devait pas être fait pour ça à la base, j'en sais rien. Mais aujourd'hui ça devient en fait une espèce de, bah, justement de place. Tu peux t'asseoir dessus, c'est peut-être son projet au gars, j'en sais rien, mais ça a été enfin en tout cas aujourd'hui l'œuvre, je sais pas à quoi elle était destinée. Mais aujourd'hui, elle a trouvé son usage. C'est une espèce de place où tu peux te poser sur les colonnes. Avec, bah, moi, je trouve que c'est assez en fait, c'est les mêmes conflits d'usage qu'on a là sur n'importe quelle place où tu as des gens qui picolent, des gamins qui jouent, il y a le coin pissotière dans un coin. Et en fait, finalement, cet endroit-là, c'est assez symbolique justement des problématiques qu'on a sur la ville partagée entre des gens qui n'ont pas le même âge, font pas la même chose, veulent pas la même chose. Et sur les colonnes de Buren, bah, tu as souvent genre le mouvement Saccage Paris, les trucs comme ça, où ils te disent que c'est que ce bordel, le machin, c'est censé être une œuvre d'art, et puis en fait, ça nous amène du bruit dans cet environnement superbe, je sais plus où c'est exactement, mais vers le Louvre, tout ça. Et en vrai, je trouve que c'est justement un beau... en fait, s'entrechoque ce qu'on imagine d'un monument. Parce qu'un monument, tu penses monument, tu l'Arc de Triomphe, une cathédrale, je sais pas quoi. Et en fait, finalement, un monument, ça peut aussi être quelque chose qui est proche des gens et dont les gens peuvent être au contact et peuvent en faire un objet utile, en fait. Et du coup, si vous étiez une métropole? Alors moi, sans aucun doute, Marseille. Marseille, parce qu'avant tout, c'est les premiers à avoir gagné la Ligue des Champions. Dans ce contexte hautement footballistique pour les footeux qui nous regarderont. Non, blague à part, Marseille, parce que c'est la ville où j'ai grandi, parce que c'est une grande métropole, parce que la ville, elle est levée au bord de la mer et dedans se faufilent des rocailles, de la végétation, des espaces naturels. Donc j'aime bien cette juxtaposition d'espaces minéraux et d'espaces de végétation, parce que c'est une des rares villes qui a un centre-ville populaire, avec une population extrêmement métissée. C'est une ville qui a du caractère, hein. Elle a plus de une centaine de quartiers à forte identité, mais en même temps, c'est une ville qui est face à des défis
qui sont beaucoup trop grands, je pense, pour elles. Je pense notamment à toute la rénovation des écoles. C'est une catastrophe aujourd'hui, l'état des écoles aujourd'hui à Marseille. Je pense à la dépendance à l'automobile. Et il y a une politique des mobilités, mais il y a tellement de choses à faire là-dessus. Enfin, c'est vraiment la risée de tous les Marseillais que les choix en termes de politique publique de transport en commun. C'est un habitat dégradé qui est absolument... on a envie d'en pleurer. C'est plus de 800 immeubles qui sont en péril aujourd'hui à Marseille. Et 800, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg qui émerge. Voilà, mais c'est une ville, c'est Marseille bébé, quoi. Donc, Et toi, Sophia? Moi, j'ai pas assez voyagé pour me positionner sur une métropole, donc je vais juste peut-être dire... moi, je suis originaire de la région parisienne, hein, de Villeneuve-la-Garenne, comme je disais tout à l'heure. Et moi, j'avoue que je suis quand même banlieusard au cœur, quoi. C'est-à-dire que même si je travaille à Paris, j'ai habité un peu à Paris dans ma vingtaine et tout ça, mais je suis quand même très banlieue parisienne du fait de ces espaces, du fait de la diversité qu'on peut y trouver. Moi, je fais de l'urbex, donc moi, la banlieue, aller me paumer sur des quais, dans des hangars, des trucs comme ça, j'aime bien. Après, du fait de mon histoire, de ce qui se passe en ce moment dans ma famille, il se trouve que mes parents ont déménagé au Havre. Et j'avoue que le Havre, c'est une ville en tout cas que j'aime beaucoup également. Après, c'est l'héritage communiste qui fait ça peut-être. Mais mais qui, du coup, elle, en termes d'architecture, de diversité architecturale, pareil, Alors, c'est une ville qui est du coup complètement différente de ce que je connaissais jusque-là. C'est-à-dire que tu as la ville haute et la ville basse. Le haut, c'est très résidentiel, le bas, c'est la ville. Et dans la ville, tu as le centre-ville et après, tu as d'autres choses. Mais tu as l'université, tu as les docks, tu as des nouveaux quartiers, tu as des anciens quartiers, tu as plein d'époques de construction et de reconstruction, surtout après la guerre. Et pour le coup, finalement, c'est assez marrant parce que j'habite Gennevilliers, il y a le Havre, il y a un axe de Seine qui sert d'ailleurs pour... En fait, tu peux faire le Havre-Gennevilliers en bateau, et en prenant le bateau juste à côté de chez moi, si on te laisse monter dessus, parce que c'est du fret hein, quand même, mais bon. Et en fait, du coup, voilà, moi aujourd'hui, en ce moment, c'est vrai que je suis pas mal entre la région parisienne et la Normandie. Et puis voilà, quoi. Mais quand même banlieusard au cœur. 92. Et si vous pouviez donner un conseil aux jeunes femmes qui entament un peu votre parcours, qui partagent vos engagements, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je leur dirais ce que mes parents m'ont toujours dit et m'ont toujours inculqué, c'est ne vous sous-estimez jamais. Je pense que c'est vachement important de leur dire ça aux femmes, en fait. Alors, il faut travailler, c'est sûr, mais ne vous sous-estimez jamais. Et j'aurais un conseil aussi aux jeunes hommes qui débutent leur carrière. Et si j'avais un conseil, je leur dirais, soyez féministes. Je pense que ça vous aidera dans votre parcours. Sophia? Moi, je dirais aux jeunes femmes en général, je dirais de toute façon, quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais bien. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous n'êtes pas à votre place, qu'à la limite, faites ce que vous voulez. De toute façon, il y aura toujours des gens pour dire que ce n'est pas à vous de le faire. Donc, c'est beaucoup de pression qu'on va vous mettre, donc autant faire ce que vous voulez, parce que ça ne sera jamais bien. Et du coup, s'il y a un mot à dire ou une image de cet échange? Mixité sociale, vivre ensemble. Je pense qu'on a beaucoup débattu sur ces thématiques-là et je pense qu'il faut vraiment continuer à en débattre et œuvrer pour ça parce que on vit une fracture sociale qui est extrêmement forte et voilà, on a la chance de pouvoir avoir un impact sur ça. Donc voilà, moi je retiens ça. La ville, en tout cas la vie ensemble, elle se fait en fait, on n'a pas d'autre choix que de vivre ensemble. Donc, de toute manière, ça se fait en confrontant les points de vue et après en trouvant des espaces communs qui permettent de tout faire cohabiter ensemble. Et je crois vraiment que prendre le temps de se poser, de développer des idées, c'est ce qui nous manque, je trouve, aujourd'hui, beaucoup. Et ce qui est aujourd'hui dangereux
On le voit aujourd'hui sur un plan démocratique, c'est qu'on est de moins en moins dans la confrontation d'idées à viser de faire mieux ensemble, mais plus dans la confrontation d'idées pour la confrontation au bout, pour la rupture. Donc moi je trouve que justement des espaces comme ça où on prend le temps de développer des idées et puis d'élaborer ensemble, en n'étant pas forcément sur les mêmes enjeux, c'est quand même des espaces importants. Ouais. Un grand merci à vous d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé vos engagements et vos projets. La ville se façonne avec audace, passion et engagement. À toutes celles qui osent, à vous de poursuivre ce chemin.